Nous arrivons à la partie finale de la saison en Formule 1 et Ferrari et Mercedes pourraient décider de changer le moteur pour la course au Brésil. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur week-end pour aborder avec un nouveau moteur. Nous savons que chaque équipe dispose de 4 moteurs par saison et qu'on arrive toujours à la limite en fin de saison, car on n'a jamais un moteur avec peu de kilomètres. C'est pourquoi Ferrari comme Mercedes pourraient prendre cette décision. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment Ferrari se prépare pour la prochaine course. Nous devons voir les déclarations d'un ancien de Maranello qui s'est exprimé sur Ferrari et sur Lewis Hamilton. Nous devons également parler de la lutte pour le championnat du monde car Steiner a donné son avis sur Norris, Verstappen et Piastri. Avant de commencer, je vous recommande, si vous aimez les vidéos, de laisser un like de soutien et maintenant voyons tout en détail. Après les courses consécutives américaines, Ferrari a retrouvé sa compétitivité et a repris la 2e place au championnat des constructeurs. Un résultat qui laisse cependant un goût amer malgré le progrès. La victoire manque depuis plus d'1 an. Pendant ce temps, en dehors du top 5, il y a des pilotes qui offrent des surprises. Nous avons vu la performance d'Oliver Berman au Mexique lors de l'épreuve, une course solide avec Haas, poussée par un moteur Ferrari, qui a montré un niveau d'efficacité remarquable. Mais quelle est la donnée la plus intéressante? Que 5 monoplaces avec le moteur Ferrari étaient dans les 10 premières positions. Un résultat qui souligne la fiabilité et la constance du moteur de Maranello et qui, en vue de la fin de saison, pourrait faire la différence. Toutes les écuries, Ferrari comprises, sont désormais à la limite du nombre de composants homologables. Dans ce scénario, la gestion intelligente des rotations de moteurs s'est avérée fondamentale pour éviter les pénalités sur la grille. Mais à la fin, le championnat approche et maintenir cette ligne conservatrice pourrait ne plus suffire. Les équipes, en collaboration avec les partenaires techniques, analysent constamment l'huile et les lubrifiants pour évaluer l'état des moteurs. C'est un processus extrêmement sophistiqué grâce à la spectrométrie d'émissions optiques, où l'on identifie d'éventuels métaux d'usure, tandis que la spectroscopie infrarouge détecte les contaminations, les dégradations ou les résidus de carburant. En termes simples, s'il y a des signes de défaillance, le moteur parle et les équipes l'écoutent. Le GP du Brésil pourrait devenir le théâtre idéal pour homologuer de nouveaux composants et accepter une pénalité calculée. Le circuit d'Interlagos, en effet, offre de larges possibilités de dépassement. Et comme l'histoire l'enseigne, il n'est pas impossible de remonter depuis le fond. Il suffit de penser à Hamilton en 2021, quand il est parti en fond de grille lors de la course sprint et a gagné le dimanche. C'est justement pour cela que Ferrari et Mercedes envisageraient d'introduire une nouvelle unité de puissance. Pour la Scuderia, le choix pourrait se porter sur Charles Leclerc, puisque Hamilton a déjà purgé sa pénalité en Belgique. Le week-end de São Paulo sera immédiatement suivi du Grand Prix de Las Vegas, une piste de type speedway urbain avec de très longues lignes droites et des vitesses moyennes très élevées. La basse, chaque cheval supplémentaire pourra faire la différence. C'est pourquoi, à Maranello, on respire un air de décision. Mieux vaut sacrifier Interlagos pour miser tout sur la victoire à Las Vegas, la dernière véritable occasion d'effacer le zéro dans la colonne des victoires saisonnières. De même, Mercedes envisage la même stratégie. Les flèches d'argent, après le doublé de 2024 sur le circuit américain, savent qu'elles peuvent être compétitives avec un nouveau moteur poussé à son maximum. Dans tout cela, Red Bull et McLaren ne peuvent pas se permettre de distraction. Si Ferrari et Mercedes devaient arriver à Las Vegas avec de nouveaux moteurs et des réglages agressifs, le défi pour le titre se compliquerait énormément. Pour Verstappen et Norris, chaque point perdu pourrait peser lourd, surtout dans une fin de saison où les marges d'erreur se réduisent à zéro. C'est pourquoi le Grand Prix du Brésil s'annonce comme un week-end de choix décisif. Qui aura le courage de sacrifier une course pour gagner en puissance à la fin? Ferrari et Mercedes semblent prêtes à prendre des risques, conscientes que les 4 prochaines courses ne laisseront aucune place au compromis. Et attention, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Frédéric Vasseur sont en train de reconstruire Ferrari et veulent le faire depuis les fondations. En effet, il y a 3 aspects clés qui s'amélioreront pour 2026. Dès les premiers week-ends, Hamilton a poussé pour changer les procédures internes de l'équipe. Ses déclarations après la qualification du GP du Mexique n'étaient pas anodines. Lewis a parlé d'un processus d'adaptation en cours d'achèvement, signe que son influence sur la méthode de travail de Ferrari est en train de croître. Le septuple champion du monde n'a jamais évité la vérité. Dès le début de la saison, il avait souligné les limites du cheval cabré, des processus trop lents, une communication interne peu claire et des décisions opérationnelles pas toujours alignées avec les retours des pilotes. Un thème qui s'est répété à plusieurs reprises à Monza, à Bakou et à Singapour avant de bien performer à Austin et au Mexique. Des week-ends où le potentiel de la SF25 était évident, mais les résultats ne sont pas arrivés à cause de détails de gestion. Hamilton ne parle pas seulement de procédure, mais d'exécution. La capacité à transformer le travail en piste en performance réelle. Et c'est précisément là que l'objectif du nouveau plan, voulu par Vasseur et Hamilton, entre en jeu. Construire une structure plus réactive, capable de corriger les erreurs en temps réel et d'améliorer le lien entre l'usine et la piste. Une approche que Mercedes avait perfectionnée pendant sa domination et que Ferrari souhaite aujourd'hui répliquer. Lewis apporte une culture de la perfection faite d'analyse, de données et de discipline, et c'est cela qui a rendu l'équipe de Brackley une machine de guerre pendant des années. À Maranello,
Il manquait quelqu'un capable d'introduire cette mentalité. Maintenant, c'est là. S'il y a un aspect que Hamilton a fortement souligné, c'est la gestion des pneus. La S25 se comporte souvent comme une voiture imprévisible. L'équilibre change rapidement, la fenêtre d'utilisation optimale est très étroite et la lecture des composés reste l'un des talons d'Achille du projet. Dans la Formule 1 moderne, dominée par les pneus, tu ne peux pas te permettre de ne pas les comprendre. Il suffit de regarder McLaren, qui depuis 2 saisons a construit une grande partie de son saut qualitatif précisément sur cela. Compréhension du pneu, optimisation du réglage et précision dans les longs reins. Ferrari, en revanche, a encore du mal à reproduire en piste la qualité du travail effectué en usine, signe que le flux de données entre le simulateur et la réalité n'est pas encore parfaitement aligné. Et puis il y a Charles Leclerc, le monégasque qui porte depuis 7 ans sur ses épaules les ambitions du Cavallino. Charles n'a jamais vécu au sein d'une équipe dominante et cela se reflète dans sa façon de travailler. C'est un pilote qui s'adapte, qui trouve de la vitesse même dans des conditions imparfaites. C'est une qualité énorme, mais aussi une limite. En effet, lorsque Leclerc parvient à tirer le maximum d'une voiture déséquilibrée, l'équipe risque de se convaincre que le réglage choisi est correct, alors que souvent, c'est seulement le talent du pilote qui masque les problèmes de fond. Hamilton, en revanche, ne se contente pas. Il exige que la voiture soit parfaite avant de s'y adapter. 2 philosophies différentes, mais complémentaires. Et c'est précisément ici que Ferrari veut construire sa force. Selon les informations recueillies auprès de sources internes à Maranello, on travaille sur de nouvelles procédures de développement et sur une gestion différente des retours d'informations entre pilotes, ingénieurs et simulateurs. Lors de la phase de réglage, les techniciens analysent désormais un éventail plus large de configurations virtuelles. Mais sur la piste, ils ne testent que les plus prometteuses. La différence, c'est le pilote qui l'a fait en comprenant quelle direction suivre et quelles idées écarter. Leclerc, avec sa sensibilité, parvient à maximiser les ensembles imparfaits. Hamilton, en revanche, apporte la méthode pour rendre ces ensembles parfaits. 2 mondes qui, s'ils sont alignés, peuvent transformer Ferrari en une équipe enfin complète. Mais la véritable question que tout le monde se pose est comment Ferrari a-t-elle pu s'améliorer autant de Singapour à Austin? En effet, lors 2 dernières courses, la rouge a enfin exprimé son potentiel en piste, parvenant à se battre constamment pour le podium. Mais parviendra-t-elle à continuer ainsi jusqu'à la fin de la saison? Depuis le week-end d'Austin, l'équipe a commencé à mieux exploiter ce qu'elle avait déjà à sa disposition. Elle a fait 2 podiums consécutifs, 2 courses propres et 2 performances solides, tant de Leclerc que de Hamilton. Selon Vasseur et Lewis lui-même, la clé a été l'exécution. En qualification, on a vu une Ferrari plus ordonnée, avec une gestion des pneus enfin cohérente. La SF25 a tendance à avoir du mal à chauffer les pneus, tout en étant très douce pour ne pas les surchauffer. Pour cela, l'équipe a modifié le comportement des prises d'air des freins avant, en les fermant davantage pour générer de la chaleur supplémentaire. Un choix qui a beaucoup aidé lors des séances de qualification. Le processus de préparation du tour rapide a également été amélioré. Plus de longues attentes dans la voie des stands et plus de tours de lancement précipités, mais une gestion précise des températures. Le résultat est qu'à Mexico, Hamilton et Leclerc ont eu des pneus parfaitement dans la fenêtre dans la partie la plus critique du circuit, à savoir le secteur central. Il en va de même pour la gestion des freins. À Singapour, Ferrari avait été contrainte à un lift en coast exacerbé, tandis qu'au Mexique, l'approche était beaucoup plus équilibrée, similaire à celle des rivaux directs. Et à tout cela s'ajoute la classe de Leclerc, impeccable dans la gestion des pneus et dans le rythme de course. L'exécution, en somme, s'est vraiment améliorée. Mais cela ne suffit pas à elle seule à expliquer le saut en avant. Un élément crucial des 2 dernières courses est passé presque inaperçu, à savoir le choix des composés de Pirelli. À Austin et au Mexique, le fournisseur a opté pour un saut de composés apportant des pneus beaucoup plus tendres que d'habitude. Ferrari souffre lorsqu'elle doit tirer le maximum lors de longs relais, et avec des pneus durs, mais elle se sent parfaitement à l'aise lorsqu'il s'agit de contrôler la surchauffe. Non par hasard, même McLaren, qui excelle justement dans cet aspect, a remporté et dominé au Mexique, tandis que Mercedes, notoirement plus agressive sur les pneus, a eu des difficultés tout le week-end. Et un autre facteur souvent sous-estimé est la hauteur de caisse. Cette année, Ferrari a énormément souffert de la dégradation du plank, le fond de la voiture qui touche trop souvent l'asphalte, quand on descend en dessous de certaines hauteurs. Mais à Austin et au Mexique, le contexte a joué en faveur. Au Mexique, Hamilton a finalement été plus proche de Leclerc, à moins de 0,1 en qualification, signe d'une SF25 plus stable, avec un réglage moins extrême et plus prévisible. Maintenant, place au Grand Prix du Brésil, et ici les conditions changent à nouveau. Interlagos est un circuit bosselé, mais pas autant qu'Austin. Il nécessite de la charge dans les virages moyens lents, mais ne permet pas d'abaisser trop la voiture. En pratique, un défi plus normal, sans les variables extrêmes qui ont aidé Ferrari lors des 2 dernières courses. Mais écoutons les paroles d'un ancien de Maranello qui a travaillé avec Ferrari pendant plusieurs années et qui s'est exprimé sur la situation de Hamilton. Esteban Gutiérrez, ancien pilote d'essai et 3e pilote de l'écurie, a voulu prendre la défense du septuple champion du monde après une première saison complexe, mais loin d'être un échec. La Ferrari est un chaos bien organisé, a déclaré le Mexicain. Une phrase qui résume parfaitement ce que beaucoup pensent dans le paddock, mais que peut ose dire? En regardant les résultats purs, la saison 2025 de Hamilton ne brille pas. Et pourtant, ceux qui observent de près remarquent une évolution claire. Après la pause estivale, Lewis a souligné à plusieurs reprises qu'il avait enfin trouvé confiance dans la SF25, apprenant à en comprendre les limites et à exploiter son potentiel. Au Mexique,
Sans pénalité dans le duel avec Verstappen, il aurait pu terminer derrière Leclerc. À Austin, en revanche, il a obtenu 2 quatrièmes places entre sprint et Grand Prix, confirmant des progrès tangibles dans le rythme et la gestion des pneus. Hamilton construit, il n'improvise pas. Et la phrase de Gutiérrez est emblématique. Un chaos bien organisé décrit parfaitement la réalité de Ferrari, une équipe qui vit de passion, de réactions émotionnelles, de génie soudain et de moments de désordre créatif. C'est précisément cette nature qui rend Ferrari différente de toutes les autres, mais aussi plus difficile à contrôler. Hamilton, qui vient d'un environnement strictement méthodique comme Mercedes, apprend à vivre avec cette dualité. Ordre et désordre, calcul et cœur, logique et folie. S'il parvient à trouver l'équilibre entre ces deux mondes, il pourra devenir le symbole de la nouvelle ère de Ferrari. Mais nous devons aussi parler de la situation de Verstappen et de Red Bull. Peuvent-ils encore se battre pour le championnat du monde des pilotes? Ou y a-t-il trop peu de courses et trop de points à rattraper par rapport au leader du classement, Lando Norris? Au Mexique, Max Verstappen a pris de gros risques. Un week-end qui aurait pu marquer la fin de sa course au championnat s'est transformé en une épreuve de survie parfaite, conclue par une 3e place en or. Malgré des difficultés techniques et une RB21 poussée à ses limites sur un circuit défavorable, Red Bull a fait tous les bons choix, réussissant à limiter les dégâts et à garder intactes ses chances au championnat. Sur le papier, le Mexique devait être l'une des pires courses pour Red Bull. L'altitude élevée, l'adhérence faible et la charge aérodynamique réduite auraient dû fortement pénaliser la RB21. Et en effet, le week-end avait commencé en difficulté. Et pourtant, contre toute attente, Verstappen est parvenu à monter sur le podium, réduisant l'écart au classement avec Piastri, même si l'écart avec Norris reste plus grand. Cependant, cette 3e place vaut comme une victoire. Le week-end mexicain a mis en lumière le principal problème de Red Bull à ce stade du championnat. La couverture trop courte entre l'équilibre et la dégradation des pneus. En effet, Verstappen l'a dit clairement après les essais libres. Il vaut mieux sacrifier quelque chose en qualification si en course je peux pousser comme je veux. Et ainsi, Red Bull a choisi un équilibre très chargé sur l'arrière, renonçant à la pole pour avoir de la constance sur la durée. Un choix audacieux mais gagnant. Il était même sur le point de dépasser Leclerc, mais ensuite il y a eu la voiture de sécurité virtuelle. Le problème, cependant, c'est à nouveau présenté en qualification avec un tour de préparation trop lent. Les pneus avant n'entraient jamais dans la bonne fenêtre de température et dans la longue ligne droite initiale. Ils se froidissaient davantage. Le résultat est que la RB21 était instable au freinage et peu précise dans les sections rapides. En course cependant, le réglage a parfaitement fonctionné. À 4 courses de la fin de la saison, le championnat reste difficile à conquérir pour Max Verstappen. Mais il n'est pas non plus inaccessible. Le Mexique était un piège, un week-end où Max aurait pu dire adieu au titre. Au lieu de cela, il s'en est sorti vivant, avec des points précieux et une confiance retrouvée. Nous savons que Verstappen aime beaucoup le Grand Prix du Brésil, et donc là, il jouera le tout pour essayer de gagner le championnat. Mais pourquoi la Red Bull mise à jour n'était-elle pas au niveau de la McLaren au Mexique? Voyons les raisons techniques. La RB21 est devenue au cours de la saison une voiture extrêmement sophistiquée. Le responsable de l'ingénierie sur piste, Paul Monaghan, l'a expliqué clairement. Chaque petite erreur aérodynamique influence tout le reste. Dans un contexte aussi complexe, même une modification apparemment mineure peut altérer l'ensemble de l'harmonie du flux d'air qui traverse la voiture. L'objectif de l'équipe était d'augmenter la charge localisée sans compromettre la cohérence globale du package. Une mission ambitieuse qui, pas à pas, a amené la RB21 à croître par rapport au début de la saison, mais avec des limites évidentes sur des tracés extrêmes comme Mexico City, où l'air raréfié impose des compromis beaucoup plus rigides. En effet, à 2200 mètres d'altitude, l'air au Mexique est environ 20% moins dense que sur un circuit standard. Cela signifie que le refroidissement de l'unité de puissance et des freins des batteries devient un cauchemar pour les ingénieurs. Pour obtenir le même échange thermique, il faut faire passer beaucoup plus d'air à travers la voiture. La Red Bull a réagi en ouvrant visiblement les branchies d'évacuation sur le dessus des flancs. Une opération nécessaire pour éviter la surchauffe, mais qui a aussi un effet secondaire important. Plus de résistance et perte de charge aérodynamique. La McLaren, au contraire, a réussi à maintenir presque inchangé le capot moteur grâce à une gestion thermique supérieure et à un package plus efficace. Le moteur Mercedes a joué un rôle clé, mais le véritable point fort a été l'équilibre entre refroidissement et aérodynamique, obtenu grâce à une distribution optimale des flux d'air. Beaucoup se sont demandé pourquoi les mises à jour apportées à Mexico City n'ont pas produit d'amélioration évidente. La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Comme l'a expliqué Monaghan, le fond utilisé par Verstappen n'était pas complètement nouveau, mais une version adaptée d'un composant précédent, rendu modulaire, pour permettre des variations ciblées. La modification principale concernait l'edge wing, le bord d'attaque du fond, redessiné pour générer plus de charge, sans déstabiliser le flux en aval. L'entrée des flancs a également été retravaillée pour mieux gérer la masse d'air entrant et améliorer la dissipation thermique vers les branchies supérieures. Enfin, les prises des freins avant ont été modifiées pour augmenter le rendement du système électrique et réduire la surchauffe des disques. Un travail précis, cohérent, mais qui, au Mexique, ne pouvait compenser les limites imposées par les conditions extrêmes.
La McLaren, plus neutre dans sa philosophie aérodynamique, a simplement eu moins à sacrifier. La différence entre Red Bull et McLaren aujourd'hui n'est pas tant dans la puissance ou la charge, mais dans la flexibilité du projet. La RB21 est une voiture extrêmement optimisée, construite pour maximiser une fenêtre très précise de paramètres. La MCL39, en revanche, s'adapte mieux. Elle peut travailler sur des pistes froides ou chaudes, à basse ou haute altitude, sans perdre d'équilibre. C'est un avantage qui ne naît pas d'un coup de génie, mais d'une somme de choix cohérents mûris en 2 saisons de croissance constante. Et au Mexique, cette cohérence a fait la différence. Monaghan l'a confirmé. Lors des 4 prochains Grands Prix, plus de sprints, de nouveaux packs de mise à jour arriveront. L'objectif n'est pas seulement de réduire l'écart, mais d'améliorer la prévisibilité de la RB21 en la ramenant dans sa fenêtre de fonctionnement idéale. La McLaren reste la référence technique du moment, mais Red Bull a encore les ressources, l'expérience et le talent pour réagir. Mais nous devons également entendre les déclarations de Günther Steiner sur la situation mondiale, car il a dit que les papayarules sont le meilleur allié pour Verstappen. Et je suis aussi d'accord avec lui. Lando Norris est en tête avec un seul point d'avance sur Piastri, tandis que Max Verstappen, donné pour perdu après l'été, est revenu en force avec seulement 36 points de retard. Mais selon Günther Steiner, ancien directeur d'équipe de Haas, le véritable allié du champion néerlandais ne se trouve pas chez Red Bull, mais à Woking. Le meilleur allié de Verstappen est la McLaren elle-même, a déclaré Steiner. Les papayarules semblent écrites spécialement pour lui. Il y a à peine 5 courses après le Grand Prix des Pays-Bas, la situation semblait déjà définie. Piastri avait remporté sa 7e victoire de la saison, portant le score à 7-5 dans le duel direct avec Norris, tandis que Lando avait un écart de 34 points et Verstappen était à plus de 100 points. Mais la Formule 1, on le sait, ne pardonne pas à ceux qui se relâchent. Depuis lors, Norris a retrouvé rythme, constance et confiance jusqu'à prendre la tête du championnat, tandis que Piastri est entré dans une spirale d'incertitude aggravée par une McLaren qui n'a jamais établi de véritable hiérarchie interne. Lorsque dans une équipe, il manque des hiérarchies claires, explique Steiner, les pilotes finissent par se faire la guerre en interne. Et c'est exactement ce dont Verstappen a besoin. Tandis qu'il se divise, il capitalise sur chaque occasion. L'ancien patron de Haas utilise un terme qui frappe juste, les papayarules, qui font référence à la couleur emblématique de McLaren et à la philosophie de l'équipe anglaise, toujours réticente à imposer des préférences nettes. Une approche sportive, mais risquée lorsqu'on lutte pour un titre mondial. Et Steiner lui-même s'est exprimé sur la chute de performance de Piastri. Peut-être que Piastri ne sent pas que l'équipe est entièrement de son côté, et quand un pilote perçoit un manque de confiance, il commence à douter, perd un peu de lucidité, commet de petites erreurs et n'arrive plus à donner le meilleur de lui-même. Piastri semble plus nerveux, moins incisif en course et souvent en désaccord avec les choix stratégiques du stand McLaren. Tandis que McLaren se divise, Verstappen observe et en profite. La 3e place au Mexique, conquise avec une Red Bull encore imparfaite, a confirmé que le Néerlandais n'a pas l'intention de lâcher. Et Steiner n'a aucun doute, tant que McLaren continuera à courir avec 2 pilotes libres, Verstappen restera dans le jeu. C'est la situation idéale pour lui et la pire pour eux. Avec le championnat désormais à nos portes et le sprint final, la question est unique. Combien de temps encore McLaren pourra-t-elle se permettre une totale liberté entre ses pilotes sans tout compromettre? Le parallèle avec d'autres moments historiques est évident. De la lutte Hamilton-Rosberg en 2016 à la lutte Vettel-Weber de 2010. Les duels internes ont souvent favorisé le 3e larron. Et si Woking continue dans sa philosophie des papayarules, le meilleur allié de Verstappen ne sera ni la stratégie ni la chance, ce sera McLaren elle-même. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur la situation actuelle de Ferrari, sur le changement de moteur au Brésil, sur les déclarations de l'ancien de Maranello, et aussi sur la lutte pour le championnat entre Verstappen, Norris et Piastri. Êtes-vous d'accord avec les déclarations de Günther Steiner? Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. C'est tout de À la Solo, on se voit dans la prochaine vidéo.